Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour la dernière session de la semaine avec notre invité à l'honneur cette semaine, Emmanuel Cerisier, illustrateur, dessinateur de bande dessinée, entre autres. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc hier, on a commencé un petit peu à parler de votre dernière, la toute dernière sortie des presses qui s'appelle Le Sacré-Cœur de Montmartre, en collaboration avec Jean-François Vivier aux éditions Artege. Donc c'est une bande dessinée qui est en nombre de pages qui est un peu comme les bandes dessinées, il y a 50 pages. Il y a 46 pages dessinées, puis il y a un petit dossier documentaire à la fin. Voilà, sur la basilique, pages, des repères chronologiques, voilà. Enfin... Sur les heures de messe aussi, si vous voulez. Oui, je vois que la touche du recteur... Oui, alors, c'est vrai, forcément, c'est un projet en collaboration avec eux, donc un album qui sera vendu au sein de la basilique aussi, d'ailleurs qui est traduit en espagnol et en anglais. Donc, et puis il y a aussi différentes informations pour les gens qui souhaiteraient faire une retraite. Voilà, il y a des dortoirs, on peut être accueilli, donc voilà, c'est... des gens qui veulent faire un petit pèlerinage. Voilà, et s'ils veulent aussi participer à l'adoration. À l'adoration perpétuelle, oui. À l'adoration perpétuelle, alors... le numéro de téléphone, l'adresse internet, tout y est. Oui, tout les horaires. Ouais. Ils ont même internet. Hein. Ouais. Alors, j'ai découvert l'adoration. Je ne savais pas qu'il existait l'adoration perpétuelle. C'est ça. Et comme il est dit dans la bande dessinée, qu'elle a même continué pendant la crise sanitaire. Quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que Jean-François le précise dans la bande dessinée. Elle a continué, alors que la basilique elle-même était fermée au public. C'était la première fois depuis sa création que la basilique, même pendant la guerre, elle était restée ouverte. Donc elle a été fermée là, pendant la crise du Covid. Mais l'adoration, effectivement, perpétuelle... c'est-à-dire que, voilà, y compris la nuit, ça ne s'arrête pas, les gens viennent prier, donc ils sont enregistrés, ils réservaient pour pouvoir venir prier. Donc il y a un dortoir pour... Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un roulement, donc perpétuellement, depuis 1885. Il y a toujours quelqu'un en prière pour le Sacré-Cœur de Jésus au sein de la basilique. Donc je ne connaissais pas cette... Mais j'ai découvert aussi, effectivement. L'adoration perpétuelle. Voilà. Alors... On apprend comme voilà, cette bande dessinée qui fait 50 pages, elle est truffée de dates, d'anecdotes. Et alors il parle bien évidemment parce que j'imagine que ça a été quand même un événement important dans la construction de la basilique, c'est la construction de la fameuse savoyarde. Oui, la cloche. La grosse cloche là, de 19 tonnes, je crois. 19 tonnes, c'est ça, exactement. Et alors, c'est vraiment une anecdote, mais c'est pour montrer quand elle a... Donc, la Savoyarde, parce qu'elle a été construite là-bas, en Savoie. Puis a été financée par le diocèse de Savoie. Voilà. Et il disait que pour son transport entre l'atelier de construction jusqu'à la gare, et la gare alors ça devait être la gare d'Annecy, puisque c'est Annecy-le-Vieux, elle avait été tirée par 12 paires de bœufs. C'est ça, exactement. Qui représentaient les 12 cantons de Savoie. Oui, c'est ça. Tout était très symbolique, tout ça. Oui, voilà, tout est en symbole. Après, d'ailleurs, je me suis inspiré pour ce dessin. Alors, ça représente une petite case, là, on voit les bœufs, là. Mais il y a des photos qui existent, c'est de très belles photos d'époque. On voit donc la Savoyarde juchée là, sur un gros chariot là, très costaud, et on voit les bœufs là, sur la route prêts à partir. C'est assez étonnant. Ouais. Donc après, elle prend le train jusqu'à la gare de l'Est, Paris. Et de la gare de l'Est à Montmartre, elle est tirée par des chevaux. 30 chevaux, c'est ça ?
Oui, c'est ça, par fond de chevaux. Pareil, il a documenté des vieilles photos d'époque. Ça devait être spectaculaire. Enfin, j'imagine que... incroyable. On voit sur les photos un train, le train qui passe donc, là, avec cette grosse cloche qui est sur un espèce de plateau. Oui, quoi. c'est ça, oui. Et les gens dans les champs, ça devait être un spectacle. Oui, on voit là, dans le livre, effectivement, des gens dans les champs qui voient passer le train, là, qui se découvrent. Et du coup, qui se découvrent, voilà, qui se mettent en prière devant ce train avec la grosse Alors, elle a cloche. été installée à la fin du chantier. Il a fallu... parce qu'on a fini par la construction du campanile pour accueillir la Savoyarde. Donc, c'était déjà vers... je crois que le campanile a été achevé en 1912. Donc, mais la cloche n'est pas tout en haut du campanile, il faut préciser, parce qu'elle serait trop lourde et elle pourrait, lorsqu'elle se balance, endommager, donc fragiliser en tout cas le campanile. Elle est à peu près à 30 mètres de haut. Donc, enfin, elle s'entend à 10 km à la ronde. Oui, voilà. Je crois que c'est la plus lourde. Donc, et elle a été montée en cours de construction. Oui, c'est ça, ouais. Ils expliquent en cours de construction. Enfin, en cours de construction, avec un échafaudage en bois, ça l'a tiré et ils avaient fait exprès donc, de réaliser une espèce de niche dans le campanile pour qu'elle puisse après rentrer dans le campanile. Donc le mur épousait la forme du bourdon, quoi, de la cloche. Ça a été, j'imagine, une prouesse technique pour l'époque. Un an pour faire le moule de la cloche. Après, c'est 4 ans en fait de construction pour une cloche, quoi. Bon, après, elle fait 19 tonnes. C'est pas la... c'est bien sûr, mais en termes techniques, c'est vrai que... et puis cette rivalité avec la Tour Eiffel, puisqu'on est aussi à l'époque de la Tour Eiffel. Oui, on en parle. C'est vrai que c'est quand même très... En 1889, on commence la construction de la Tour Eiffel, effectivement. Alors, il avait été question, comme tout le monde sait, qu'elle devait être démontée après l'exposition universelle. Puis bon, c'est finalement non, bien sûr. Et c'était un peu, on le dit, le pendant laïque du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur dominait Paris de la butte Montmartre, là. Et il fait face. Enfin, la Tour Eiffel n'est pas très loin. Bon, voilà. C'est vrai qu'on la voit bien. Quand on est à Montmartre, on voit bien la Tour Eiffel. On a une super vue, ça, tout le monde le sait. J'imagine que pour les anticléricaux, garder la Tour Eiffel, c'était aussi une petite revanche. Voilà, c'est ça, exactement. Le côté laïque. Il fallait garder ça. Le côté laïque, on n'est pas... Paris n'est pas dominé par la basilique, quoi. Non. Alors, reste le monument le plus visité, en tout cas avant la pandémie. Là. C'était à peu près... Et puis avant l'incendie de Notre-Dame. De Notre-Dame. Alors, je crois que... Alors, je ne suis pas sûr, mais le Sacré-Cœur est devenu le monument le plus visité après l'incendie de Notre-Dame. C'est peut-être l'inverse avant. Et, enfin... Quoi qu'il en soit, c'était, avant la pandémie, c'était 11 millions de visiteurs par an, quoi. Donc, c'est effectivement très, 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 très visité. Beaucoup de touristes étrangers, bien sûr. Et la vue compte. Quand on va à Montmartre, effectivement, il y a toute l'atmosphère de Montmartre, puis il y a cette superbe vue devant la basilique. Quelle que soit l'époque de l'année où on va à Montmartre, il y a toujours du monde. Oui, c'est vrai. Alors après, je conseille, parce que j'y suis allé, et donc toujours du monde sur le parvis, devant. Place du Tertre, n'en parlons pas. Mais vous allez une petite rue derrière, voire deux, et plus personne. Donc ça vaut le coup d'aller un peu plus loin, de s'écarter un petit peu. Et là, il y a une atmosphère intéressante, il y a beaucoup moins de monde, c'est assez sympa. Donc en fait, maintenant, avant d'aller visiter la basilique, si vous ne l'avez pas déjà visitée, eh bien... lisez la bande dessinée Le Sacré-Cœur de Montmartre. Vous saurez tout. Vous saurez tout et vous ne la regarderez pas du tout de la même façon une fois avoir lu cette bande dessinée qui est très accessible, très abordable. Oui. Elle est disponible depuis le 25 novembre. Voilà, sur le site de l'éditeur Artege. Et maintenant, les libraires ont réouvert. Donc, on peut la trouver ou la commander sans problème. Donc, chez Artege, avec Jean-François Vivier, Le Sacré-Cœur de Montmartre. Voilà. Donc, voilà, et vous saurez tout. Alors, il y avait une autre actualité. Alors là, on est sur un tout autre public, mais pour les lecteurs qui sont...
fidèles depuis le début de la collection, c'est important de les prévenir que le 5e tome de la série Dinosaurex est sorti. Et oui. Donc, si vous voulez, pour les jeunes lecteurs, parce que là, on est sur dès 7 ans. Oui, c'est ça, ouais. C'est cette collection pour les plus jeunes. Continuez de suivre les aventures de Dimitri et Noémie. Voilà, nos 2 aventuriers qui remontent le temps à leur façon, grâce à une tornade qui sort d'on ne sait où et qui les emmène à l'époque. On ne sait où. Ouais, à l'époque. Enfin non, ils restent souvent à l'endroit où ils étaient au début, sauf que des millions d'années ont été remontés et ils se retrouvent donc souvent dans des forêts tropicales. Donc là, le Dinosaurex 5, par rapport aux autres, il y a un petit changement, c'est-à-dire qu'ils reviennent en France. Ce sont une petite famille de Français qui parcourent le monde. Les parents sont paléontologues. Et là, il dit, on va passer des vacances, mais en France. Voilà. Donc, ils rentrent chez eux. Grande déception, d'ailleurs. Grande déception pour le petit garçon et le papa, qui sont vraiment accros. Après la Colombie et l'Argentine, voilà. La France, c'est quand même moins exotique, quoi. Donc là, voilà. Mais heureusement, la tornade est là. Et il y a des sites archéologiques en France où on a trouvé des traces de dinosaures. Donc, les 2 enfants sont malmenés à nouveau et reviennent donc à l'époque grâce à la tornade... à l'époque des dinosaures, et à l'époque, la France, là où ils sont... C'était une forêt tropicale, quoi. C'était un univers tropical, on le voit dans les illustrations. Donc voilà, cette petite série qui, au départ, devait faire 1 tome, 2 tomes. Ah oui, alors ils ont été jusqu'à 4, et puis à 4, un beau jour, on m'a dit on va arrêter. Alors, je sais pas, il y a eu toute une histoire avec le niveau des ventes. Puis ils se sont rendus compte qu'ils se vendaient pas trop mal finalement, j'ai l'impression. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont dit bon, on fait un 5. Donc très bien, moi j'étais ravi, et l'auteur aussi. Et là, on est en train d'en faire un 6e. Je suis en plein dans les crayonnés. Je commence les crayonnés du 6e qui devrait sortir en mai 2021. De mémoire. En termes de travail, donc bien évidemment, c'est pas du tout la bande dessinée. Non, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est pour un illustrateur, c'est reposant. Voilà. Maintenant, c'est une question. Après le Sacré-Cœur, après les projets d'architecture. Disons que moi, j'ai fait le Sacré-Cœur. Je vais pas enchaîner sur Notre-Dame, par exemple. Là, je suis content je suis content d'avoir les Dinosaurex qui chaque année, on en fait un. C'est une 20aine d'illustrations. Plus une couverture, c'est sympa, je trouve. Il y a un univers sympa avec les dinosaures. Donc toujours avec Anne-Marie Despladuc. Oui, toujours le même auteur. Vous êtes toujours en duo depuis le début de la série. Ouais, ça se passe très bien. Ouais. Donc là, il y a une petite nouveauté. Alors il y avait le 4, il rencontrait un étrange personnage. Et là, dans le 5, ils sont en compagnie d'un petit chien qui leur a été offert. Et le petit chien, il disparaît. Au milieu des dinosaures, donc il faut retrouver le petit chien et puis éviter les charges de dinosaures. Je vous passe les noms des dinosaures qui sont un peu compliqués. Oui, parce que là, on n'est plus à la même échelle, quoi. Non, exactement. Donc là, c'est vrai que ce thème des dinosaures est un thème très porteur chez les oui, c'est ça. Ouais, ça plaît toujours. Depuis une 20aine d'années, il y a beaucoup de choses autour, on voit bien. Et le premier exemplaire, j'en ai vendu plus de 15 000, donc je pense qu'effectivement, il y a des lecteurs pour ce genre de récit, ça leur plaît bien. C'est un petit format, papier glacé. Illustration vraiment... couleur à l'intérieur, glacé. Il est très, très agréable. Bonne facture. À un prix tout à fait abordable. 5,95 €. Voilà, 5,95 €. Vous avez tout chez Ozu. Ozu, c'est la collection Pas à Pas chez Ozu. C'est une belle petite collection, là. Donc le 6e bientôt. Voilà, et vraiment, c'est des petits livres qui sont très agréables, même au toucher, à regarder pour le parent qui veut faire la lecture. C'est vraiment, c'est largement c'est vraiment très plaisant, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, sur le thème des dinosaures. Donc, grâce à Jurassic Park. Oui, ça a dû être le détonateur un peu. Oui, parce que dans les années 70, on n'avait pas.
les dinosaures ne faisaient pas recettes comme je dirais ça. Que c'est depuis les années 90, on voit de plus en plus de publications autour de ce thème-là, et les enfants adorent. Ouais, c'est vrai que c'est très étonnant quand même comme univers, quoi. Hein. Ils sont fascinés, c'est la taille, quoi. Voilà, on est sur une échelle qui n'a rien à voir, donc ces bêtes-là, il y a longtemps qu'on n'en rencontre plus. Donc, c'est fascinant. Oui, c'est vrai. Alors, il y avait une autre... donc voilà, hein, le numéro 5, Dinosaurex, est sorti. Donc, le sous-titre, c'est... Une redoutable expédition. Il y a un petit sous-titre à chaque fois. Voilà. C'est le 5, voilà. Alors, il y avait un autre travail que vous avez fait et que je trouvais intéressant dont je trouvais intéressant de parler parce que ça illustre bien toute la variété de travail qu'un dessinateur peut être amené à faire. Donc voilà, c'est un petit guide. Voilà, c'était un petit guide de randonnée, de balade, on va dire, de balade, effectivement, qui a été proposé. Enfin, en fait, c'est un projet qui était lancé par le Grand Site de France, là, le syndicat, je ne sais pas comment on les appelle, je ne me rappelle plus, du côté de Cap d'Erquy, Cap Fréhel. Donc, le Grand Site de France a décidé effectivement de valoriser des sentiers de randonnée, des paysages, des endroits, quoi. Voilà. Donc là, on est sur la vallée d'Islay, là près du Cap Fréhel. Donc, ils ont voulu effectivement mettre en valeur tout un parcours à travers la vallée de l'Islay, donc pour mieux découvrir notamment les moulins, ce qui reste des moulins. Le travail donc des meuniers. Donc c'était d'abord, comme c'était un organisme public, là, Grand Site de France, c'était d'abord un appel d'offres. Donc moi, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. C'est souvent des commandes qu'on fait directement par des éditeurs. Et là, je trouvais intéressant de participer à cet appel d'offres parce que c'était un support différent. On n'est plus sur du roman ou de la bande dessinée. On est sur un petit guide de balade. C'est un exercice que j'ai déjà fait il y a quelques années pour le Conseil général des Côtes-d'Armor. Et donc là, j'avais envie de participer à ce projet. Donc c'est différent. Alors en fait, on pense au départ que ça va être un travail assez rapide, mais vous avez beaucoup d'interlocuteurs dans ce genre de projet. Et puis vous avez un graphiste aussi qui travaille avec vous. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de validations. On avait aussi des échanges avec les commanditaires du projet, nombreux, et en plus la possibilité, en tout cas à 2 reprises, ça s'est passé au printemps dernier, c'était juste avant le confinement, donc c'était plutôt fin d'hiver, bref, d'aller sur site, c'est-à-dire d'évaluer le travail précisément, de voir les paysages, les chemins de randonnée, les moulins qui allaient être mis en valeur. Parce que sur ce petit livret, on met l'accent effectivement sur la fabrication de la farine. Et voilà, donc on voit un vieux moulin en ruine, la minoterie aussi. Les marais. Les marais. C'est juste à côté, pour ceux qui connaissent, de la commune de Plurien. Voilà, une toute petite commune où il y a la minoterie. Là. Entre Erquy et Fréhel, il n'y a plus rien. Ah oui, d'accord. Mais c'est avant, eux sont avant. Ouais. Donc, effectivement, c'est un endroit que je ne connaissais pas, mais qui est très, très beau. Quoi. Donc, ça vaut le coup. Alors, ce petit livret... c'est un mélange, en fait. Voilà, il y a photos, illustrations. De photos. Donc, vous avez des petites illustrations. Ce petit livret, vous le prenez en main et vous allez faire votre balade. Mais il est couplé avec une besace, un sac, que l'on peut louer donc auprès du camping des Salines, donc à côté de Plurien, là, dans la vallée de l'Islay. Donc on peut le louer à cet endroit-là, ou bien à l'hôtel Le Bon Cap, dans le centre-ville, dans le bourg de Plurien, quoi. Donc vous partez donc avec le livret qui vous indique, donc vous avez un plan, donc vous suivez le plan, vous avez des étapes, et à chaque étape, vous piochez donc une petite activité dans la besace qui vous est proposée, que vous avez louée, et donc vous avez on va dire, une double boucle. Et je pense que les 2 boucles de balade font à peu près 3 heures de mémoire de marche, donc ça fait une bonne petite randonnée avec des étapes, donc, comme je disais.
vous allez découvrir donc le travail du meunier. Vous allez aussi, à un moment, vous avez une étape, vous avez un point de vue, vous voyez le Cap Fréhel, donc on parle du Cap Fréhel. Je sais que dans la besace, il y a une petite longue vue, donc les enfants peuvent manier. Donc en fait, c'est assez sympa comme principe. Et je sais qu'il y a eu quelques retours déjà de gens qui ont loué la besace et donc ont parcouru les chemins avec le petit livret, là, le petit guide. Oui, puis il est très c'est agréable. plutôt un bon retour. Ouais, ils ont fait un très bon boulot. Il est de bonne qualité. Il est coloré, la mise en page est aérée, sympa. Il est vraiment très très agréable, quoi. On apprend des petites choses. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas non plus une somme. Non, quand on est en randonnée, j'imagine que c'est facile. En randonnée, ça suffit. Il faut pas être abreuvé d'informations. S'y perdre, c'est pas intéressant. Puis là, c'est vraiment la balade en famille, quoi, parce que vous avez la besace qui propose des petits jeux pour les enfants. Voilà, mais je dirais les informations qui sont données, c'est quelques lignes, donc ça peut être lu en marchant, ça peut être lu parce que c'est assez court, mais à la fois quand on est en randonnée, j'imagine que c'est... Ah ouais, non, puis en plus, donc là, il y a un fil conducteur, c'est Mathurin. Alors, c'est un personnage qu'on a créé, que l'organisme a voulu créer, le grand site de France, là, au Cap d'Erquy, Cap Fréhel. Donc, ils ont créé Mathurin, un meunier qui traverse un peu les époques. Donc, on le retrouve au fil des pages dans ce livret, sa casquette bleue, son pull bleu, là. Et donc là, ils m'ont demandé d'imaginer un peu ce personnage-là, tout en sachant qu'ils avaient mis dans la boucle les gens du coin. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé, vous le voyez comment donc moi, j'avais un petit cahier des charges comme ça. Un vrai travail collectif. Oui, c'est ça, complètement, très collectif. Et donc le fameux Mathurin apparaît et aussi est symbolisé sur des bornes donc qui jalonnent le sentier. Donc pour se retrouver, vous retrouvez donc la bouille donc de Mathurin avec sa casquette sur des bornes qui ont été installées au fil donc de la promenade. Vous perdez donc pas voilà ce que peut faire aussi un illustrateur. C'est un travail différent. Voilà, c'est autre chose, mais c'est intéressant. Ça permet d'alléger. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle juste le titre de la dernière bande dessinée, Le Sacré-Cœur de Montmartre, donc aux éditions Artege, la toute dernière sortie. Merci de votre temps, de votre disponibilité. Merci de votre invitation. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine actualité, je n'en doute pas. Il y aura des choses sûrement. Merci. Au revoir. Au revoir Nathalie. Emmanuel Cerisier et Jean-François Vivier, Le Sacré-Cœur de Montmartre. À partir de 1881, une adoration nocturne est organisée. À cette époque, seuls les hommes pouvaient y participer. Il était impensable qu'une femme puisse sortir seule la nuit. Pour que les hommes puissent se relayer toute la nuit, un dortoir est mis à leur disposition. Mais il faut attendre le 1er août 1885 pour que l'adoration perpétuelle soit lancée définitivement. Depuis cette date, les fidèles se recueillent devant le Saint-Sacrement nuit et jour sans discontinuer. Depuis 1885 ! Oui, la foi de ces gens est incroyable. Ils viennent adorer Dieu, mais aussi chercher soutien et force d'affronter les épreuves. Même durant la catastrophe sanitaire liée à la Covid-19, début 2020, l'adoration n'a pas cessé. Ceci alors que, pour la première fois de son histoire, le Sacré-Cœur était fermé au public. En ce milieu des années 1880, les travaux prenaient de l'ampleur. Mais en 1886, le cardinal Guibert rendait son âme à Dieu. Monseigneur avait émis le souhait d'être inhumé à Montmartre et non à Notre-Dame de Paris, comme le veut la tradition. Il a tellement œuvré pour le Sacré-Cœur, comment pourrions-nous refuser ? C'est ainsi qu'il repose dans la crypte de la basilique. C'est Monseigneur Richard qui le remplaça et montra la même ardeur à mener le projet jusqu'au bout. La toiture est cette fois totalement terminée. Une étape cruciale est franchie. Le 17 juin 1889,
Le premier initiateur du projet, Alexandre le Gentil, mourait paisiblement. Cette même année, un autre événement marqua les esprits, l'Exposition universelle de Paris. C'est à cette occasion que fut construit un monument qui entrera dans l'histoire sous le nom de Tour Eiffel. La fameuse tour, qui mesure plus de 300 mètres de haut, dépassait donc le Sacré-Cœur. Aussi, lorsque l'exposition universelle ferma ses portes le 31 octobre 1889, des discussions s'engagèrent sur le devenir de la tour qui était censée être démontée. Des anticléricaux voyaient en elle une revanche sur la construction du Sacré-Cœur. Elle fut donc conservée pour être le pendant laïque de l'église de Montmartre. Il est vrai qu'à cette époque déjà, le monument rayonnait dans le ciel parisien. 2 ans plus tard, le 5 juin 1891, le cardinal Richard ouvrait l'église au culte lors d'une bénédiction solennelle. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.